avions commencé la semaine dernière. Mais ce qu'il me tient à cœur de vous dire, c'est, et surtout en vue de l'examen de la semaine prochaine, c'est que pour répondre à la question que je vous poserai, à mon sens, il faut que vous disiez d'emblée, au moins, que vous mettiez en exergue d'emblée au moins un point très important qui me tient à cœur, c'est que si on prend l'exemple historique du modernisme, et au niveau de la totalité de l'échiquier occidental, que l'on aille du Brésil jusqu'au Royaume-Uni, en quelque sorte, en passant par l'Amérique du Nord et par la vieille Europe, ce que le modernisme nous apprend, c'est qu'il est possible d'établir une sorte d'équation ou de décrire une osmose entre la pratique traduisante et la littérature. Comme si la création littéraire était un immense réservoir de traduction. Et que lorsque les artistes, les écrivains, les poètes ressentent un état de panne, c'est-à-dire d'affaiblissement des veines créatives, presque naturellement, ils se mettent à traduire. C'est ce que l'expérience moderniste nous apprend. Je pense que si vous développez déjà cette partie en introduction, disons, un pan important de la note que vous recevrez est acquise, parce que c'est ce qui m'a tenu à cœur tout le long de cette année, même de cette première moitié de notre année académique. Ce que j'ai souhaité vous montrer par le cours de traductologie et par ce cours, ça a été que l'époque moderne est une époque qui pratique la traduction, qui pense la traduction et qui pense la littérature en termes de traduction. Ne soyons pas naïfs, cela ne veut pas dire qu'auparavant la littérature n'avait pas toujours déjà été une affaire de traduction, puisque à d'autres moments j'ai pu vous dire par exemple que toutes les littératures sont nées dans des entreprises traduisantes, par exemple. Si on pense à la naissance de l'expression littéraire en vulgaire italien, on voit bien que cette expression s'est forgée dans l'imitation-traduction de la production occitane, et aussi celle des Minnesänger, qui était l'équivalent des troubadours du côté germanique. J'écris ça au tableau, les Minnesänger. C'est encore vrai pour la Renaissance, si on pense au sonnet shakespearien, on se rend bien compte qu'il est dérivé d'une étude approfondie du sonnet italien de la fin du Moyen-Âge. Si on pense aussi à la naissance de l'expression poétique en français moderne, c'est-à-dire le moment où l'on passe de l'ancien français au français moderne, eh bien là aussi c'est l'œuvre de la Pléiade qui crée la langue française, parce que ce que François Ier enjoint aux poètes de la Pléiade, c'est de traduire les poètes latins, grecs, italiens, espagnols. Vous voyez, donc le français naît comme une gigantesque entreprise traduisante au XVIe siècle.
conclusion que nous en tirons, c'est qu'en réalité, la littérature n'existerait pas en dehors de la pratique de la traduction littéraire. Mais le XXe siècle continue dans cette tradition traduisante en rajoutant une dimension métapoétique. C'est-à-dire que la traduction, elle n'est pas seulement pratiquée, elle est également pensée par les modernistes. Elle est pensée, assumée. Et devient le premier outil de création littéraire. Puisque nous avons bien que pour les autres, on est seulement dit, nous voyons bien que le premier Joyce, le premier Beckett, le premier Joyce, c'est un traducteur de l'italien. Le premier Beckett, c'est un lecteur traducteur de l'italien. On voit bien que Pound consacre toute sa vie à la traduction, qu'il en va de même pour les modernistes brésiliens, notamment donc Haroldo et Augusto de Campos. Haroldo et Augusto de Campos, nous en avons un peu parlé avec le Master 1 de l'année dernière, vous vous en souvenez, ce sont de grands représentants du modernisme brésilien. C'est des poètes, essayistes, théoriciens de la littérature, mais avant tout des traducteurs. Et de façon, Augusto, c'est un grand traducteur du répertoire médiéval européen au portugais, donc de l'occitan au portugais, du vulgaire italien médiéval au portugais, du Japon médiéval vers le portugais. Mais Haroldo, c'est non seulement un grand traducteur à la hauteur de son frère, mais également un théoricien de la traduction, et c'est bien lui qui pense, par exemple, la transcréation, la traduction-transcréation, ou encore la translucifération. Ça, c'est des notions que vous pourriez évoquer en introduction de votre réponse à ma partie, à la question que je poserai pour lundi, pour mardi, pardon. Alors, la transcréation est typiquement la traduction au XXe siècle, la traduction de la poésie au XXe siècle, c'est-à-dire c'est une façon de créer par la traduction, déterritorialisant le texte, vous voyez, portant le texte ailleurs d'un point de vue régional. Et c'est une dénaturation de la nature du lieu du texte. On disait lundi en cours de traductologie, l'après-midi, la nature ortgebunden du texte. Pardon. C'est rare. C'est-à-dire lié au lieu. Donc la traduction déplace, dérégionalise le texte pour le recréer dans une nouvelle région du monde. Et dans ce sens, cette transcréation, elle est toujours une translucifération. Qui est Lucifer? C'est lui qui apporte la lumière. C'est lui qui apporte la lumière, mais c'est aussi un ange déchu. C'est l'ange déchu. C'est un ange déchu qui chute à l'enfer. Et c'est un peu ce que font les traducteurs. Ils font chuter les textes en
enfer, dit Haroldo de Campos. Mais lorsque les textes ils chutent en enfer, c'est qu'ils sont travaillés par le traducteur. Ils sont travaillés par le transport dans une autre culture et dans une autre langue. Ça peut être conçu comme un enfer parce que le texte n'est plus à l'aise chez lui, dans sa langue. Il est transporté, il se retrouve à l'enfer parce qu'il est malmené. Il essaye d'être mis ailleurs que là où il est lié. Mais cette translucifération a un côté positif, de renaissance. Vous voyez, parce que cette chute du texte est un nouveau départ. Et donc, ce que nous avons longtemps considéré comme un deuil en traduction, par le travail de la traduction, devient une renaissance. Et c'est ce que fait le deuil, en fait. Lorsque nous perdons un être cher, d'un point de vue psychanalytique, nous disons que nous travaillons. C'est le travail du deuil. Ce travail du deuil est ce travail qui nous permet de faire avec l'absence et de transformer cette absence en une présence plus longue, en une signification plus importante. Et c'est ce moment où la personne qui est partie reste en nous pour toujours. Et c'est là où, sur un plan psychanalytique, on dit le travail du deuil a eu lieu. Oui, monsieur Zigani. L'année dernière, nous avons aussi vu une notion angélique de la translucifération, le fait que Lucifer aussi soit un ange déchu. Et en parlant d'ange, on parle de messager. Donc le traducteur est un messager entre l'auteur original et le lecteur. Absolument, c'est ça. Donc il y a aussi le côté message. Et ce côté message est aussi le côté herméneutique aussi, c'est-à-dire que le messager n'est pas un messager qui ne porte pas de faute, mais c'est au contraire, dans le cas de la traduction, un messager qui endosse le rôle de l'interprétation. Que cette interprétation est toujours rehausser, relever une partie du texte pour laisser s'échoir une autre partie du texte. On sait qu'on ne peut pas tout garder, on l'a bien compris, la traduction n'est pas garder le tout, mais choisir. Et ce choix est un nouveau départ. Donc, vous reprenez cette partie un peu théorique, qui est aussi celle que nous étudions en traductologie, pour montrer que l'exemple du modernisme est une façon de penser la littérature comme un immense réservoir de traduction. Gigantesque réservoir de traduction. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh, oui. Et donc, une fois que vous avez fait ça, selon le temps qui vous est accordé, parce que vous avez 2 heures, à mon sens, vous vous préparez 1 heure pour la réponse à M. Musolovic et 1 heure pour ma réponse. Mais à mesure où vous êtes sur Amétis, ne soyons pas naïfs, vous aurez préparé préalablement. Dans la partie qui me concerne, vous préparez, c'est comme si vous le faisiez à l'avance en quelque sorte, vous préparez cette immense introduction sur ce qu'est la traduction pour le modernisme, et après vous donnez des exemples. Alors, par exemple, vous pouvez choisir de travailler sur Dante tel qu'il est représenté à l'intérieur de la vie et de l'œuvre de Dante Gabriel Rossetti. Et si vous en avez le temps, vous n'hésitez pas à aller lire ce que j'ai écrit. Il y a des articles qui sont en ligne sur cette question de ma part. Donc cherchez, vous y tombez facilement. On y tombe facilement? Oui. Oui.
Donc là, vous trouvez le rôle que Dante joue dans la biographie de Dante Gabriel Rossetti. Donc, vous pouvez choisir de suivre ce fil-là. Vous pouvez également choisir de suivre le fil Cavalcanti, Pound, Zukowski. Vous mentionnez les deux fils aussi. Enfin, Dante d'un côté, Dante qui n'est pas ignoré par Pound. Mais au contraire, c'est une référence importante pour Pound. Parce que les cantos, au pluriel, comme ça avec un S, parce que ce n'est pas i canti, c'est les cantos, c'est typiquement les chants du purgatoire, enfin pas les chants de la Divine Comédie en général. Donc, ne serait-ce que dans la structure des cantos, Pound reprend la structure de la Divine Comédie. Donc, la référence première est bien celle de Dante, comme elle l'est pour, vous pouvez le mentionner, comme elle l'est pour Joyce, comme elle l'est pour Beckett, et on l'a suffisamment dit lors de la première séance de ce séminaire avec moi. Je vous ai parlé à quel point Beckett tombe sous le charme de Dante. Si ce fil conducteur-là vous intéresse, vous avez aussi un ouvrage que vous pouvez emprunter à la bibliothèque. C'est Jean-Pierre Ferretti, me semble-t-il. Alors, j'ai un doute sur le nom de famille. Vous vérifiez, c'est Dante Beckett. Ferrini, pardon, voilà, c'est ça. Ferrini. Dante Beckett. Un ouvrage impressionnant de référence. Ferrini fait vraiment, il va chercher toutes les références présentes dans l'œuvre de Beckett, du début à la fin de l'œuvre de Beckett, et montre comme tout Beckett est dans la traduction de Dante et dans la référence à Dante. Il me semble aussi qu'il y a un point intéressant à évoquer d'un point de vue théorique, et que ce point est que lorsqu'on parle de traduction en ces termes, c'est-à-dire de traduction comme réservoir créatif, on entend la traduction dans un sens très large, qui peut être la traduction d'un vers d'un poème, qui signifie énormément de choses pour un auteur. Et donc, vous voyez, c'est le fait de traduire à l'infini tel vers, tel personnage. Comme dans le cas de Beckett, où je vous ai dit, le personnage de Bellarque qui prend 3 versets du paradis, du purgatoire, et puis qui se décline en une infinité de personnages dans l'œuvre de Beckett. Là, vous voyez, c'est la traduction d'une figure à l'infini dans la littérature. Ça peut être de la véritable traduction, mais qui peut être aussi une traduction picturale chez Dante Gabriel Rossetti, puisque Dante Gabriel Rossetti, il ne fait que restituer de façon picturale des scènes de la poésie de Dante, vous voyez, ou encore de la vie de Dante, et donc des scènes de la Vita Nuova. Ou alors c'est de la véritable traduction, comme dans le cas de l'anthologie qui fait époque, cette anthologie de Early Italian Poets. Et n'oubliez pas de la nommer, ne serait-ce qu'au coin d'une phrase, cette anthologie qui est le début de notre réflexion. Rossetti traduit les poètes italiens du Moyen-Âge, et cette anthologie est un fait historique, éditorial, extrêmement important. Cette anthologie fait époque. C'est-à-dire qu'on peut partager dans l'histoire de la littérature en langue anglaise un avant-anthologie de Rossetti et un après-anthologie de Rossetti. Okay? Donc, ne serait-ce que dans une phrase, montrer que vous connaissez cet événement, parce que nous avons construit la totalité de la seconde moitié de ce cours sur cet événement, ce que cela déchaîne. Et cela déchaîne chez Pound la reconnaissance d'un grand poète qui jusque-là n'avait pas appartenu au canon occidental. Cavalcanti avait été oublié. Et de cet oubli, qui est un oubli qui dure du XIIIe au XXe siècle, au XXe siècle, on ressuscite un poète qui a écrit seulement 54 poèmes,
54 rimes, et ces 54 rimes deviennent l'obsession de la seconde moitié du XXe. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais en fait, Haroldo de Campos est un autre obsédé de Cavalcanti. C'est un autre poète hanté par Cavalcanti, pour vous montrer que Cavalcanti n'est pas seulement une hantise anglo-saxonne ou américaine, mais c'est aussi une hantise latino-américaine. Et je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais dans un ouvrage, l'un des derniers de Yves Bonnefoy, L'écharpe rouge, au milieu, on trouve la canzone dottrinale de Cavalcanti. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à partir de cette anthologie de Rossetti, même la poésie française n'est plus en paix. Et Cavalcanti revient au point que Yves Bonnefoy, dans L'écharpe rouge, Cavalcanti en plein milieu du recueil poétique. Vous voyez? Il avait été oublié jusque. Vous ne trouverez pas de... Ah si, pas. Dans l'ouvrage qui paraîtra l'année prochaine et que j'ai écrit sur la canzone dottrinale, j'ai trouvé City Brooks, qui est une figure assez impressionnante. C'est un traducteur de l'idéalisme allemand en anglais. C'est un Américain. Et c'est un traducteur, entre autres, de Hegel, mais aussi de tous les poètes romantiques allemands. Enfin, c'est un grand traducteur de l'allemand vers l'anglais. Et au milieu de toutes ces traductions savantes de germanistes endurcis, que fait City Brooks au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle? Il traduit Cavalcanti. Il traduit Cavalcanti et il le traduit tellement bien, mais je n'arrive pas à savoir parce qu'il y a très peu de traces de ce traducteur remarquable de l'allemand vers l'anglais. Mais je peux vous dire que j'ai traversé toutes les bibliothèques américaines et allemandes en long et en large, mais je ne trouve pas beaucoup de choses sur City Brooks. Mais City Brooks est aussi... non, je n'arrive pas à savoir s'il connaît l'italien. Et s'il connaît les acceptions médiévales de l'italien. Mais, à mon sens, sa traduction de Cavalcanti est la meilleure traduction qui soit. Pound, qui traduit Cavalcanti pendant 40 ans, n'aura pas compris Cavalcanti comme Brooks. C'est un germaniste, c'est un idéaliste. Ce qui, voilà, c'est à nouveau quelque chose qu'on n'a pas pu voir ensemble. Ce qui me fait dire qu'au fond, ce que Brooks montre, c'est un peu ce que Żułkowski nous montre de Cavalcanti, c'est-à-dire que Żułkowski nous montre que Cavalcanti irait très bien avec Marx et Spinoza, et Brooks nous montre que Cavalcanti irait très bien avec Hegel. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ce type de hantise, des traducteurs qui s'intéressent à des auteurs très contemporains d'eux, qui ne sont pas si distants dans le temps par rapport à Cavalcanti, reviennent à Cavalcanti, et parce que chez Cavalcanti, il y aurait la clé pour lire les auteurs qui sont en train d'étudier. Donc, quand je lis le Cavalcanti traduit en anglais par Brooks, je me dis, au fond, Cavalcanti aura toujours été hegelien avant la lettre. Que quand on est hegelianiste, eh bien, on peut traduire Cavalcanti. C'est assez, vous voyez, c'est ce type de phénomène qui se produisent à partir du XIXe siècle. Brooks impressionne tellement Rossetti lui-même que dans la postface à son anthologie, Rossetti dit « Au fond, si je n'ai pas traduit la canzone dottrinale, c'est parce qu'on ne peut pas faire mieux que Brooks. » Donc Rossetti le reconnaît. Vous voyez, il va traduire tous les autres poèmes, sauf la canzone dottrinale. Et alors, en conclusion, donc vous allez donner des... City, c'est Charles Timothy. Que dire jusque-là? Donc, que dire en conclusion pour vous préparer à l'épreuve de mardi? C'est que vous faites une introduction. Vous montrez ce que, historiquement, la traduction représente pour l'époque moderniste. Alors, l'époque moderniste... Si on parle strictement de modernisme, c'est
c'est les 30 premières années du XXe siècle. Mais vous pouvez dire époque moderne et moderniste, parce que dans la modernité, vous englobez la seconde moitié du XIXe siècle, à savoir donc les années qui vont de 1860 jusqu'à 1900. Et ce sont ces années-là où l'imaginaire anglo-saxon est martelé par les images du Moyen-Âge italien. Et pourquoi je dis images? Parce que dans cette histoire de traduction, pour une fois, il va falloir que nous remarquions que les textes n'ont pas été tout seuls. Parce que les pré-raphaélites, ils sont allés de la traduction, mais également de la traduction picturale. Et que donc, et parce que ils ont rempli les églises anglaises, la galerie nationale londonienne d'images du Moyen-Âge. Ces images, elles ont travaillé l'imaginaire anglo-saxon. Parce que rien n'est plus puissant que l'image qui revient. Vous voyez, la question de la représentation du Moyen-Âge italien a eu un effet sur l'imaginaire anglo-saxon. Toutes ces figures qui, vous voyez, sont assez gigantesques, ont des couleurs très intenses, avec ces visages si travaillés par l'intelligence en quelque sorte, puisque sont les visages peints par les pré-raphaélites. Ils auront été dans un premier temps mis de côté, refusés, ça peut-être pendant une décennie, mais tout de suite après, et le public anglo-saxon a accueilli l'imaginaire pré-raphaélite, et cet imaginaire est devenu typiquement anglais. Vous voyez? Et donc la seconde moitié du 19e siècle a préparé l'événement du high modernism après, c'est-à-dire le haut modernisme, les années 30-40, Pound, T.S. Eliot et par la suite tous les élèves de Pound, à savoir William Carlos Williams et Zukowski. À la question de savoir si nous avons répondu au programme du cours, la traduction dans l'histoire littéraire, M. Nousselovitch a répondu avec un programme. De mon côté, j'ai essayé de répondre en vous montrant un pan, au moins 2 siècles, de l'histoire littéraire en langue anglaise. Et j'ai montré le rôle que la traduction, à tous les niveaux, au niveau pictural, au niveau transcréatif, au niveau simplement traductif, a joué dans cette histoire-là. Et la conclusion que nous en tirons aujourd'hui, c'est que la traduction a été le moteur fondamental de l'histoire littéraire anglaise des années 1860 aux années 1970. Que s'il y a un procédé créatif majeur à ce moment-là, ce procédé est bien celui de la traduction, ou de la transposition, ou de la transcréation. Pouvons-nous l'adapter à d'autres siècles? Assurément, mais ce travail est à faire. C'est-à-dire que moi, je vous ai parlé de ce que je connais parce que ces 150 années-là, c'est ce à quoi je consacre une grande partie de mon existence. J'étudie comment la traduction travaille cette histoire-là. Mais sur ce, comment dire, et ça je le dis pour la conclusion de votre réponse, vous pouvez procéder à des ouvertures pour dire ce n'est qu'un exemple de ce que la traduction est à l'histoire littéraire. Et donc vous n'hésitez pas en conclusion à montrer votre propre connaissance de la traduction dans l'histoire littéraire.
Et si je pense par exemple à la littérature russe, le rapport qu'elle entretient avec la littérature française, c'est seulement un exemple, mais ça se joue peut-être à d'autres siècles, entre la fin du 18e et le début du 19e. Mais là aussi, on a des exemples très puissants du rôle que la traduction joue dans l'histoire littéraire. Et si on pense aussi à d'autres genres, parce que on a beaucoup travaillé sur la poésie cette année. Hein. Vous sortirez de ce master avec des compétences sérieuses en poésie, médiévalisme. Mais on pourrait appliquer cette affaire-là également aux questions d'autres genres, le genre romanesque, le genre théâtral, la question de la nouvelle. En d'autres mots, ce que ce master nous apprend à observer, c'est que toute littérature, elle devrait d'emblée être pensée en termes de traduction et réception littéraire. C'est-à-dire que toute traduction, elle est moins toute tradition littéraire, elle est moins expressionniste qu'on ne l'imagine, elle est plutôt impressionniste, c'est-à-dire qu'elle est l'expression de ce qu'elle reçoit de l'étranger et de l'impression que l'étranger opère sur ses représentants. Alors, et c'est encore seulement une parenthèse, mais pour les japonisants parmi vous, il y en a, n'est-ce pas? Non? Si? Un peu? C'est vrai qu'on pourrait se dire, mais il existe des histoires littéraires plus renfermées que d'autres à l'étranger, n'est-ce pas? Et là, le travail serait à faire sur des micro-histoires de tradition littéraire asiatique, pour voir ce qui, de la tradition chinoise, passe dans l'ancienne littérature japonaise. Il en va de même pour la question coréenne, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas non plus à isoler des micro-histoires régionales. Il en va de même, j'imagine, pour la traduction en Afrique et pour la littérature africaine, n'est-ce pas? Sans doute que cette histoire, elle peut être aussi pensée, l'histoire littéraire africaine, elle peut être pensée à partir de la traduction. Et vous n'hésitez pas à le faire parce qu'au fond, quand je prends les grands pans de la littérature anglaise et je vous martèle avec les grandes figures de la littérature anglaise, cela ne veut pas dire que je la joue impérialiste. Ce n'est pas mon désir. C'est tout le contraire. C'est que je vous parle humblement de ce que je sais là où je suis. Vous voyez, parce qu'au fond, j'ai été formée d'une façon très classique. Très classique. Et après, petit à petit, mais c'est grâce à vous, je pense la différence. Et cette différence, elle est beaucoup plus importante que ne l'est, si vous voulez, le côté un peu vieillot de mes études, disons-le, qui fait que par moments je suis très ennuyeuse, mais je vois tout l'intérêt que vous avez à déterritorialiser le discours que je mène sur des choses plus intéressantes, plus actuelles, n'est-ce pas? Vous devez travailler tout le temps avec cette image qui est vraiment une figure rhétorique, mutatis mutandis. Vous prenez ce qui peut être transformé de mon discours et vous l'appliquez à vos domaines. Vous prenez, si vous voulez, la forme et vous jetez le contenu. Vous jetez le contenu vieillot qui m'appartient, je fais ce que je peux, et vous attrapez la modalité, le côté pensée de la traduction. Et donc, ce n'est pas du tout une volonté de vous accabler avec une histoire qui, disons-le, nous intéresse moins aujourd'hui. On est moins intéressé
par la littérature anglaise, disons, classique. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la marge, c'est le postcolonial, c'est les études de genre, et j'en suis beaucoup plus consciente que vous. Mais ce travail-là, c'est le vôtre. Moi, à mon époque, j'ai été très révolutionnaire d'être en French Theory, vous savez. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur Derrida, il y avait typiquement des enseignants qui me fermaient la porte au nez. Quand j'allais les voir et je disais, je travaille sur Derrida, vous ne voulez pas m'entendre. Et c'est pour vous dire que à mon époque, j'ai fait le boulot qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai porté de l'avant ce qui a révolutionné l'enseignement à l'université, la pensée de la littérature et de la philosophie. Et maintenant, c'est à vous de transformer ce que je vous raconte, qui est par moments un peu vieillot, en des problématiques qui sont des problématiques beaucoup plus actuelles et qui doivent absolument vous appartenir parce que vous êtes jeune et que cette jeunesse, elle doit s'emparer du monde. Sur cette introduction, continuons ce que nous avions commencé à faire la semaine dernière. Alors, à la question de savoir pourquoi Dante Gabriel Rossetti, tout en ayant traduit Cavalcanti en partie pour son anthologie, tout en étant, si vous voulez, la personne la mieux placée dans l'échiquier anglo-saxon pour comprendre la grandeur de Cavalcanti, parce qu'au fond, c'est l'enfant de deux représentants de l'intelligentsia italienne transportés en Angleterre. Le père de Dante Gabriel Rossetti, c'est un grand dentiste, mais la mère, la mère est issue d'une famille qui a servi auprès de la famille d'Alfieri, et donc le grand poète italien. Et donc, c'est un lieu, le sien, celui de sa famille, qui est un lieu qui lui permettait, Rossetti, de comprendre la grandeur de Cavalcanti. Pourquoi ce n'est pas lui qui reconnaît cette grandeur? Pourquoi c'est Pound qui reconnaît cette grandeur? Parce que chez Rossetti, il y a une sorte de hantise de Dante qui fonctionne à un double niveau. D'un côté, il est persuadé d'être Dante au XIXe siècle, c'est-à-dire que si Dante devait s'incarner au XIXe siècle, assurément, dans sa représentation fantasmatique, vous en conviendrez, ce sera lui. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder la série télévisée sur les pré-raphaélites? Non? Je dois absolument retrouver le titre parce que... Ah, oui? On a cherché, mais il m'a pas fait. Ah, alors il faut que je la trouve pour vous. Desperate Romantics. Oui, c'est ça. C'est Desperate Romantics. Il faut absolument que vous regardiez cette série. Si vous le pouvez, au moins un épisode ou 2 épisodes avant mardi, parce que ça va travailler votre imaginaire et vous allez écrire en connaissance de cause. Cette série est remarquablement faite. Vous l'aviez vue déjà ou pas? Non, non, pas entendu parler? Non. Je vous la conseille. Elle est disponible? C'est vraiment l'annonce. On voit rien? C'est très court. Il y a 8 épisodes, je crois. Sur Prime Video, elle est disponible. Vous l'avez pas? Prime Video? Non? Bon. Certains d'entre vous, ceux qui y ont accès, faites-le, regardez. Bon. Donc, Rossetti est véritablement, c'est un personnage tout à fait dans l'air de son temps, Rossetti.
Parce qu'il croit. Ah, c'est sûr. Pardon. Oui, C'est allez. sur Prime Vidéo italien. Il me dit ce programme n'est pas disponible sur votre zone géographique. Eh bien, en France, elle est absolument pas disponible, cette série. Mais comment je l'ai vue, moi? Il faut payer. Il faut payer. Ouais, Peut-être sur une autre plateforme de streaming. et oui. Vous connaissez ces... Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que ces trucs où on fait semblant qu'on est dans un autre pays. Oui, moi je l'ai et je regarde toute la télé américaine tout le temps avec ça et je dis que je suis à New York. Et ça me... Et c'est vrai. Et par exemple, vous pouvez regarder The Gilded Age immédiatement, tout, vous voyez des choses comme ça, c'est très bien. C'est sur YouTube. Ah, voilà. Et oui, alors il y a des solutions. Mais si vous avez le temps, passez une soirée à regarder ça. C'est vraiment beau, cette série sur les frères Raphaël. Dante Gabriel Rossetti est vraiment un homme de son temps. Il croit à la transmigration des âmes, à la métempsychose. Il croit à la magie de la nature. Il croit à la vie comme œuvre d'art. Ça, c'est un slogan très 19e anglais, vous le savez. N'est-ce pas? La vie comme œuvre d'art. Donc, c'est un... Presque, j'ai envie de vous dire, les frères raphaélites, dans la mesure où ce sont des peintres, des théoriciens, des poètes, ce sont les icônes rock des années 70. Vous voyez un peu, c'est vraiment... Ils sont au 19e siècle ce que les Beatles étaient au 20e. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement qui composent de la poésie ou qu'ils peignent, mais là, c'est vraiment leur corps, leur vie. Et donc, ils ont un imaginaire de l'existence, ils créent un imaginaire de l'existence autour d'eux, autour de leur fratrie. Ils sont, selon les périodes, 6 ou 7, 4 assurés, mais selon les périodes, il y en a qui arrivent et qui partent. Et ils sont, voilà, mettons 4, le noyau dur, ça fait 4 personnes. Mais vous vous imaginez 4 personnes qui ne changent jamais l'imaginaire anglo-saxon. Il faut le faire. À une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision. Mais c'est puissant, c'est gigantesque. Comment ils y parviennent? Mais ce que la série télévisée reproduit très bien, c'est leur démarche dans les rues de Londres. C'est leur façon de bouger ensemble, leur façon de s'habiller, extrêmement gothique. Enfin, il y a quelque chose chez eux qui défie l'existence même. C'est des êtres en vie, mais on les pense déjà d'emblée, leur corps, comme des icônes, comme des œuvres d'art, vous voyez. C'est vraiment des rockstars pour le 19e siècle, disons-le en ces termes-là. Et donc, Rossetti est persuadé qu'il y a il est persuadé, il le dit dans les lettres qu'il envoie partout à ses amis, que l'âme de Dante communique avec la sienne. Et donc, si il y avait un Dante au 19e siècle, ce serait lui. Donc, d'un côté, justement parce qu'il se prend pour Dante au 19e siècle, il fait un grand cas de tout ce qu'il pense, de tout ce qu'il compose, de ses traits sur les toiles, de son amoureuse, de ses amantes. C'est-à-dire que vraiment, il a l'impression que tout ce qui touche a une importance phénoménale.
Il se prend pour Dante. Mais de l'autre côté, il pense, et ça c'est plutôt de l'ordre de la hantise, il pense vraiment qu'il fait des voyages diachroniques. C'est-à-dire que par moment, lui-même, il est au XIIIe siècle, au XIVe siècle avec Dante. Et qu'il en revient, il part, il en revient. Vous voyez, ce qu'il peint, il l'a vu. Et il l'a vu parce qu'il s'est promené dans les siècles. Et donc, l'une des possibilités de réponse à la question de savoir pourquoi il ne veut surtout pas reconnaître Cavalcanti, c'est qu'il est jaloux de Cavalcanti. Comme si Cavalcanti existait à son époque et que c'était son antagoniste à côté de Dante. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il s'immisce un peu comme le poème de Pound où il dit ben voilà, Dante et moi à côté de toi, maître Guido. Et je sais, tu aurais été très jaloux de lire ce poème, aurait dit comment? C'est moi qui suis à côté de Dante et pas Pound et pas Cavalcanti. Vous voyez ce type de... ça vous fait rire. Il les aurait placés en enfer, lui aussi. Comme Dante. Et d'ailleurs, quand Lydie se suicide, il y va en enfer. Elle a beaucoup de confiance en soi. Ah oui, oui, absolument. Comme tous les grands poètes, artistes, il a beaucoup de confiance en soi. Et donc, l'une des possibilités comment dire, d'interprétation de cet obscurcissement de la figure de Cavalcanti par Rossetti peut être interprété comme un geste de jalousie, parce que véritablement Rossetti se prend pour le grand ami de Dante, le premier ami de Dante. Et donc il manque de lucidité dans le jugement esthétique porté sur les rimes de Cavalcanti. Pound n'a pas peur de devenir l'ami de Cavalcanti. Parce que votre camarade dit qu'il était très sûr de lui, mais peut-être la jalousie n'est pas vraiment un trait d'assurance, parce qu'au contraire, il veut obscurcir son image parce qu'il se rend compte que Cavalcanti est grand et donc il ne veut pas le faire ressortir sur la scène historique poétique. Et ce qu'on peut penser, c'est qu'au contraire, il y a quelqu'un de plus assuré que Rossetti et c'est Pound. Lui, il a peur de rien. Et il ose même dire qu'avec Dante, ensemble, vous voyez, ils sont les élèves de Cavalcanti. Et c'est Pound qui a tout le courage de se confronter au monstre sacré que représente Cavalcanti pour la poésie, pour l'histoire de la poésie occidentale. Pour reprendre ce que nous disions la semaine dernière, pourquoi c'est si difficile de comprendre Cavalcanti? Comme je vous l'ai dit, après tout, ce sont seulement 54 rimes qu'il compose. Et dans ces 54 rimes, les répétitions, c'est-à-dire il y a des signifiants qui se répètent à l'infini: amour, âme, spirituel, savoir les petits esprits dont nous avons parlé la dernière fois, cœur, nature également. Vous voyez, il y a en quelque sorte un nuage de signifiants cavalcantiens. Cavalcanti opère la création poétique avec très peu de signifiants. Et au point que j'oserais vous dire pour Cavalcanti ce que nous avons dit pour Żułkowski, ce que Lou a remarqué de Żułkowski la semaine dernière, à savoir que même la syntaxe de Cavalcanti, à la limite, elle se traduit aisément, mais que on a du mal à attraper la poésie de Cavalcanti.
Et les raisons pour lesquelles on a du mal à attraper la poésie de Cavalcanti, enfin, on la lit, on se dit, ça a l'air très simple, et pourtant je sais que c'est pas ça. Je vois, c'est beaucoup plus important que ça. Eh bien, on a du mal à attraper la poésie de Cavalcanti parce que là, on comprend que la poésie de Cavalcanti arrive déjà de très loin. Elle est au XIIIe siècle en soi seulement en 54 rimes. La traduction de la philosophie aristotélicienne au sujet de l'âme. Donc pour comprendre Cavalcanti, il faut avoir entendu parler de la philosophie d'Aristote. Je n'ose pas dire que Cavalcanti a lu Aristote. Je ne le crois pas vraiment. Il a entendu parler d'Aristote dans le cercle avéroïste. Parce que au XIIIe siècle, dans les communes italiennes, on ne gardait pas de manuscrits de la Grèce ancienne. On ne le faisait pas, sauf dans la Sicile de Frédéric II de Hohenstaufen, qui était considéré comme l'antéchrist. Il était opposé à l'Église de Rome. Mais dans toutes les communes, et notamment à Firenze, qui était une commune qui était en accord avec la papauté, on ne gardait pas de manuscrits de la Grèce ancienne. Parce que c'était une hérésie. La Grèce ancienne était une période avant Jésus-Christ. C'est une période qui n'a pas connu le christianisme. Donc, en tout état de cause, Cavalcanti ne pouvait pas se promener avec Aristote sous les bras, disons-le. Ça, c'était pas possible. En revanche, on sait qu'il prenait son cheval, il s'en allait à Ravenne, qu'à Ravenne, il y avait assurément des cercles avéroïstes secrets, avec assurément des arabisants qui lisaient Averroès et qui traduisaient Averroès en latin pour lui et qui l'initiaient à ce que Cavalcanti appelle la philosophie naturelle. La philosophie naturelle est en réalité la connaissance de l'âme. De l'âme en ce qu'elle est à la fois une et partagée, puisque dans la croyance de la Grèce antique, les âmes chutent de l'hyperuranium, c'est-à-dire du monde intellectuel, du monde des idées, et s'incarnent dans des corps pour les animer. Si on lit Plotin, c'est un néoplatonicien par exemple, dans les Énéades, Plotin scinde deux catégories de corps. Les corps animés sont ceux qui sont habités par l'âme et les corps inanimés qui se retrouvent par exemple sur un champ de bataille, ce sont les corps dont les âmes sont parties. Plotin dans les Énéades s'invente l'histoire d'une âme d'un guerrier qui se trouve sur un champ de bataille et meurt sur le champ de bataille et donc repart dans l'hyperuranium. Et dans l'hyperuranium, il assiste à la réincarnation des âmes. Et cette réincarnation, elle se passe comment? Elle se passe sur la base de ce que l'âme aura fait dans les vies précédentes et sur le capital d'intelligence qu'il aura cumulé dans le monde. Et ce capital permet
une réincarnation dans un corps meilleur ou pire. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc nous croyons que l'affaire de la réincarnation est seulement orientale, pas du tout. Elle est aussi occidentale, elle est tout à fait occidentale également. Et Plotin s'invente que cette âme qui part là-haut pour regarder comment cela se passe est renvoyée par les parcs dans son corps qu'elle avait quitté pour revenir auprès des humains et leur raconter. C'est ça l'idée. Et leur raconter quoi? Leur raconter que pour participer de l'intelligence, il faut aimer. C'est aussi tout à fait, là c'est Plotin est un néoplatonicien, mais cette théorie coïncide également avec le De Anima d'Aristote. Dans le De Anima, Aristote entend que l'âme, même lorsqu'elle est emprisonnée dans un corps, tend à monter vers ce à quoi elle appartient. Et ce à quoi elle appartient, c'est l'intelligence unie, l'intellect en puissance. Vous voyez? Donc, lorsqu'elle est emprisonnée dans le corps, l'âme opère une intelligence en acte, c'est-à-dire que agit pour la connaissance et pour le bien, et ce dans l'espoir d'être encore en grande partie liée à l'intelligence qui se trouve unie dans l'hyperuranium. Alors vous me direz, mais cette affaire est une affaire de logos. C'est une affaire, Marie, c'est une affaire de logos. Mais alors, pourquoi si c'est une affaire de logos, Cavalcanti nous dit que lui-même c'est un philosophe naturel. La nature en grec ancien, c'est quoi? C'est ceux qui s'opposent au logos. C'est la physis. Et alors, pourquoi Cavalcanti, qui est tout dans l'étude de l'intelligence du logos, de l'âme participant ou non au logos, pourquoi il dit « je suis un philosophe naturel » Et c'est là que je me rattache à ce point que j'ai essayé de vous expliquer la semaine dernière, mais c'était la fin du cours, donc j'y reviens vraiment aujourd'hui, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles Cavalcanti devient le grand poète du XXe siècle. Je repars donc sur T.S. Eliot. T.S. Eliot dit dans l'un de ses critical essays, il explique que dans l'histoire de la pensée occidentale, il est possible de concevoir un après Descartes et un avant Descartes. Mais donc l'homme du XXe siècle, et nous aujourd'hui, nous sommes dans une époque post-cartésienne. C'est-à-dire que nous y croyons vraiment que l'intellect domine le monde. Cette domination de l'intellect par le monde trouve un moment culminant, historiquement, à l'époque du développement industriel au XIXe siècle. C'est à la fois le moment du déploiement du chemin ferré, on dit ça en français, du chemin de fer, mais c'est le chemin de fer qui entraîne l'exploitation industrielle d'une grande partie de ces régions qui étaient avant ce moment-là consacrées à l'exploitation agricole. Donc l'industrie prend le pas sur l'exploitation agricole, ou alors l'exploitation agricole devient industrielle. Le XIXe siècle connaît ce moment-là et
souffre parce que vous connaissez très bien, par exemple, chez Dickens, toutes ces descriptions de Londres en plein brouillard, de Londres où on sort et on se couvre de noir. Vous voyez, dans Londres où on ne voit plus rien. Et on pense que c'est une affaire météorologique. Et ça ne l'est pas. Historiquement, on a prouvé que c'est le moment de l'exploitation industrielle qui fait changer la météo londonienne. C'est l'industrie qui entraîne le brouillard londonien. Aujourd'hui, on le sait scientifiquement. Surtout au XIXe siècle. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, Londres était un lieu beaucoup plus obscur qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils prennent des dispositions. Mais il faut imaginer Londres au XIXe siècle, c'était, vous voyez, un nuage noir et des gens qui marchaient au-dessous. Donc, toute la littérature du XIXe siècle, elle est relue d'un point de vue éco-poétique avec cette clé de lecture nouvelle, vous voyez, où on sait que c'est un phénomène vraiment presque magique. Londres change de météo. Donc, l'homme transforme la nature, exploite la nature d'un point de vue industriel. Bon, on pense au XIXe siècle, mais le XXe siècle est aussi le moment où on brûle des grands pans de la forêt amazonienne, qui est le poumon du monde. Et pourquoi on brûle la forêt amazonienne? Pour faire des autoroutes. Et on fait se déplacer les Tupi-Guarani, qui tenaient la forêt amazonienne comme un jardin. Et les Tupi-Guarani se déplacent et commencent à se faire la guerre entre eux parce qu'on les déplace géographiquement et donc ils vont se mettre sur le terrain d'autres tribus et ainsi de suite, vous voyez, et on intervient dans l'écosystème. Le monde, par le défi technologique, enfin l'homme, à travers le défi technologique, à travers l'innovation technologique, change la planète. Ce que nous vivons aujourd'hui est seulement l'ultime conséquence par le réchauffement climatique de quelque chose qui s'est mis en place entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Donc nous sommes maintenant, on l'entend beaucoup, hein, les slogans « la Terre n'a plus le temps de la Terre est fini », c'est vrai. Enfin, nous nous acheminons désormais vers la fin de l'écosystème et il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Et si on revient en arrière, c'est seulement pour faire durer la mort de la planète un peu plus. On le sait, ça, scientifiquement. T.S. Eliot, vous voyez, les poètes, c'est les antennes de l'humanité. T.S. Eliot attrape ça immédiatement, comprend ça. C'est le grand théoricien éco-poétique avant la lettre. T.S. Eliot dit, c'est Descartes qui a entraîné cette bascule. C'est le moment où, philosophiquement, l'Occident pense la supériorité de l'intellect sur la physis, que l'homme n'est plus en communion avec la nature et qu'il y a cette dissociation. T.S. Eliot appelle cette dissociation la dissociation de la sensibilité. C'est-à-dire ce moment où l'homme qui sort de l'époque des Lumières, en quelque sorte, entre la fin du 19e et la fin du 20e, qui s'appuie sur la pensée de Descartes, elle précède, mais vous voyez, les idées, pour se faire du chemin, elles prennent souvent un siècle ou deux. Donc, c'est l'homme post-cartésien qui sort des Lumières, et il suffit de penser à la philosophie des Lumières, hein. La rationalité est ce qui porte le monde, n'est-ce pas? Les Lumières mettent complètement de côté tout le pan, en quelque sorte, pulsionnel de la vie humaine. Tout doit être absolument rationnel. L'intellect avant tout. Cette rationalité poussée à son extrême crée un clivage entre l'homme et la nature. L'homme oublie au fond que le logos qu'il habite, qui est en lui, est un logos qui a rencontré il y a très longtemps la nature, qui a fait un peu
la guerre avec la nature pour rentrer dans un corps humain et qui finalement n'est plus tout seul. Il est dans une fusis. Pour vous le raconter en d'autres termes, peut-être que je vous ai raconté cette histoire, l'histoire de Agamben qui s'intéresse au cercle scientifique de Berlin vers la fin du 19e, non? Giorgio Agamben, vous voyez qui c'est. Voilà. Oui, je pense que je vous en ai un peu parlé en interculturalité. Je vous ai raconté cette histoire. Giorgio Agamben va regarder tous les discours de l'Académie des sciences de Berlin au XIXe siècle et il s'aperçoit que les ethnologues allemands du XIXe siècle, les ethnologues berlinois du XIXe siècle posent sans cesse une question qui paraît pour nous aujourd'hui un peu anodine, mais c'était vraiment le questionnement de l'Académie des sciences de Berlin de la première moitié du XIXe siècle, c'est mais comment, premièrement, est-ce vrai que l'homme vient d'un chimpanzé? Et comment ce chimpanzé, l'un le premier, il a reçu le logos en lui, le don de la parole, et comment il a commencé à parler, comment cette faculté de la parole est devenue ce que nous possédons aujourd'hui. Vous voyez, le logos, la rationalité, ce qui coule de source, et ainsi de suite. Et ils comprennent immédiatement, Agamben, en relisant ces discours du 19e siècle-là, comprend immédiatement qu'en fait, c'est une fable que nous nous racontons, c'est une fable ethnologique, scientifique, mais c'est une fable, c'est-à-dire c'est une mise en discours que celle des anthropologues qui nous racontent qu'il y a eu une évolution entre le chimpanzé et l'homme et que la parole a surgi en l'homme. En fait, les scientifiques sont beaucoup plus portés à penser qu'il y a eu une lutte entre le logos et la physis au moment de la rencontre, c'est-à-dire que le logos, quand il s'est incarné, il y a eu souffrance. L'animal ne voulait pas le recevoir. Et le logos, c'était des balbutiements au départ. Vous voyez? Et il a fallu des siècles et des siècles pour que logos et physis aillent de pair. Et ça, c'est l'être humain. Mais T.S. Eliot dit, nous avons oublié qu'au fond, le logos n'est pas séparé de la physis. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, nous, de l'intelligence séparée qui est là-haut et qui nous porte, nous n'en savons rien. Nous la présupposons, nous pensons que ça existe. C'est une construction théorique que le logos. En réalité, tout ce que nous savons du logos, c'est la participation qui, de nous, fait tendre vers ce que nous supposons être le savoir. Vous voyez, cet élan vers la connaissance, c'est ce qui nous réunit à l'université. C'est ça ce qui nous anime. Oui. Je pense que le logos, c'est une manière de comprendre d'une manière ou d'une autre chose qu'on n'arrive pas à percevoir ou savoir. C'est ça. Et la seule façon dont nous pouvons percevoir cela, c'est que, en quelque sorte, il est en nous, puisque nous sommes animés. Quand nous mourons, il s'en va. Et notre corps est une masse après notre mort. Donc, on est bien obligé de penser que le logos nous habite pendant un certain temps et puis il nous quitte. Et donc, T.S. Eliot invite tous les poètes, ses camarades, à repenser la communion avec la nature, anté-séparation de la sensibilité, à revenir à une époque où, effectivement, la question de l'intelligence est aussi une question corporelle, comme dans la poésie de Cavalcanti, qui est une poésie traversée par l'avéroïsme, qui est une poésie qui explique ce que c'est, alors je le dis comme tel que je l'étudie, moi qui ne suis pas arabisante, l'itisal. La jonction entre
ce qui nous habite et ce qui est là-haut. Et la poésie de Cavalcanti a à lire dans cette clé-là, c'est-à-dire que Cavalcanti comprend, mais c'est parce que c'est un avéroïste, que pour obtenir l'ittisal, c'est-à-dire la jonction avec ce qui est là-haut, il nous faut quelqu'un d'autre. On ne peut pas le faire tout seul. L'autre, ce que la psychanalyse appelle le grand autre, c'est la personne que nous aimons. C'est parce que l'autre nous appelle à être la meilleure version de nous que nous montons vers l'intelligence suprême, en quelque sorte. Et donc, au lieu de percevoir Cavalcanti comme un désespéré qui est là à nous expliquer comment à chaque fois que ça se passe mal avec son amoureuse, il en est presque mort, Pound comprend que Cavalcanti est beaucoup plus que cela, mais il faut un Pound ami de T.S. Eliot pour revenir à cette histoire-là et pour comprendre qu'au fond, il y a un philosophe naturel, c'est-à-dire un grand philosophe naturel qui nous ouvre la porte à une époque anti-dissociation de la sensibilité, et que ce grand philosophe naturel est Cavalcanti, et que donc sa position de poète lyrique, c'est-à-dire de poète chantant l'amour, n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que Cavalcanti ne se complaît pas dans cette position de souffrance par amour, qui est bêtement comprise comme une position romantique, vous voyez, mais qu'au contraire, la souffrance par amour est le propre de tout déploiement de l'intelligence. Amour n'est pas une souffrance en soi, mais c'est une souffrance de l'âme qui se débat pour être toujours la meilleure version de soi. C'est une version médiévale de la position éthique de la Grèce ancienne. Parce que lorsque l'oracle de Delphes enjoint à celui qui souhaite l'interroger de se connaître soi-même, lorsque l'oracle de Delphes dit « connais-toi toi-même », ce qu'il entend par là, c'est « entends ce qui est ta voix, entends ce qui, en dehors de toute contamination, est ce qui t'appartient absolument ». Ta voix, ce qui te rend unique. Mais la philosophie de l'âme telle qu'elle était pratiquée dans l'Antiquité et par la suite dans le Moyen-Âge arabe impliquait que cette connaissance de soi se pratiquait par l'amour de l'autre. Et d'un point de vue psychanalytique, ça fonctionne également parce que je vous assure que toutes les personnes névrotiques qui n'ont de cesse de s'occuper d'eux-mêmes, le seul moyen, d'un point de vue clinique, de les sortir de leur nombril, c'est de leur dire, c'est de les entraîner, avec beaucoup de douceur dans la pratique psychanalytique, à aimer, à s'occuper de l'autre. Cette pratique est une pratique d'intelligence. Parce que la pratique de se regarder soi-même pour soi-même n'entraîne pas très loin, c'est l'écoute de l'autre, c'est la pensée que l'autre est en train de nous regarder qui nous entraîne à être la meilleure version de nous. Et ça, c'est une façon de faire fonctionner à la fois logos et physis, parce que la physis est, disons-le, le corps de l'autre. Vous voyez, le corps de l'autre, c'est la prise en compte de l'autre dans sa dualité à la fois corporelle et spirituelle. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les changements climatiques? Revenons tout de même à nos moutons. La question du changement climatique est importante dans cette affaire parce que ça nous entraîne à revoir notre rationalité occidentale, en quelque sorte. Vous voyez, tout ce que l'Occident essaye d'effacer, mais qui au contraire est gardé dans d'autres civilisations. Je vous ai beaucoup parlé de la civilisation brésilienne, parce que c'est celle que je connais le plus pour l'avoir côtoyée.
mais ça pourrait être aussi le monde des Esquimaux ou encore des parties de l'Afrique qui prendraient encore cela en considération. La partie de nous qui est enfouie lorsque nous sommes absolument occidentaux, où tout est rationnel, tout est scientifique, tout ne peut être guéri par exemple que par la médecine pure et dure, c'est aussi une traduction du rapport que nous entretenons avec la nature. Que nous avons l'impression que nous sommes plus forts que la nature, mais parfois la nature nous montre qu'il y a un revers de cette affaire, et alors c'est les catastrophes écologiques ou les catastrophes climatiques, les inondations, les incendies. Et alors les sorcières, c'est-à-dire les féministes sorcières, diraient que la nature se rébelle à l'homme. Mais c'est parce que nous avons arrêté d'écouter toute cette partie qui en nous fait dialoguer avec le monde. Et l'une des façons pour le faire, c'est de revenir à la poésie ou à l'art. Ça vous paraîtra étrange de dire cela, mais parce que l'art nous permet de cultiver toute cette partie que la rationalité philosophique a mis de côté en reléguant cette partie-là à l'esthétique, la science du beau. L'art émeut, la poésie émeut, la littérature émeut, et cette façon de s'émouvoir est une façon de penser le rapport au sensible. Et le sensible, c'est la physis, c'est la nature, vous comprenez? Donc, l'une des raisons pour lesquelles Pound traduit de façon étendue Cavalcanti, c'est parce qu'il comprend que l'Occident est en train de prendre trop aisément la voie d'une rationalité à tout bout de champ, et qu'il faudrait faire un pas en arrière et revenir à un dialogue de la pensée avec la nature. L'histoire, j'arrive Monsieur Zigani, l'histoire ne lui donnera pas tort, parce que regardez quelles sont les nouvelles tendances théoriques aujourd'hui. Je dirige une thèse sur la figure de la sorcière, vous voyez, où ma doctorante travaille sur ce que c'est que les sorcières contemporaines. C'est les féministes, c'est les transgenres, c'est-à-dire toutes ces personnes qui revendiquent une place pour leur corps dans la société. Nous sommes beaucoup plus sensibles à la discrimination corporelle, de l'image. Nous revendiquons des choses comme si elles n'avaient jamais été là. Et je n'ai de cesse de vous dire, il y a eu des époques où on était plus gentils avec la nature, avec les femmes. Ces époques-là, elles nous paraissent inexistantes, c'est parce qu'on ne les connaît pas. Et en fait, si on écoute les éco-poéticiens sont des grands amants du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge est typiquement cette période où l'homme était encore en rapport avec la nature et vivait au fil des saisons avec la nature. Et les Tupi-Guarani ou encore des populations indigènes dans le monde le font encore. Monsieur Zigani. Merci. Du coup, parler de la question de la nature, la relation nature et homme, et sur le plan éco-politique, on peut penser évidemment à ces populations, on peut penser à certaines sociétés africaines. Là, on va enlever peut-être le côté spirituel, mais ils sont vraiment en accord avec la nature. Avant chaque récolte, par exemple, ils remercieront la nature. Il y a un délégué, peut-être un guide qui communique avec la nature pour la remercier de ses dons. Et après la récolte, il y a eu une autre cérémonie pour rendre à la nature peut-être ce qu'elle leur a donné. Et en ce moment, c'est les engrais et autres. Et il n'est pas permis, par exemple, de détruire certains types de végétation sans avoir obtenu l'aval de la nature. Et c'est quand il y a deux façons souvent de percevoir ça. Leur cérémonie, si je peux appeler ça comme ça, on dirait bien ça,
c'est du n'importe quoi, comme on peut parler avec la nature. L'homme domine la nature. Et déjà avec le premier contact entre l'Occident et l'Afrique soudanaise, on remarque que l'Occident voyait que les Africains étaient trop soumis à la nature, il fallait les aider à travers de grandes voies, c'est-à-dire la destruction de la forêt et tout. Mais bon, à un certain moment, il faut dire aussi que les Africains étaient complices. Je ne mentionne pas cela pour accuser qui que ce soit. Les Africains étaient complices, ils ont vu ça d'un bon œil, le fait d'obtenir de grands chemins et faciliter l'exploitation des ressources forestières, que les chefs aussi en bénéficient. Et ça fait vraiment écho avec ce que vous dites de revenir à un rapport plutôt cordial avec la nature afin de sauver la planète. Oui, c'est dans tous les cas, mais merci beaucoup Monsieur Zigali pour ce témoignage parce que c'est exactement ce que j'entendais dire. Je prenais l'exemple brésilien, mais on peut prendre tout à fait l'exemple africain. En fait, ce qui me tient à cœur en conclusion de ce cours d'aujourd'hui et des 5 séances qui ont été les miennes dans ce séminaire, c'est que aujourd'hui je suis enfin arrivée à vous dire qu'il y a encore une autre raison à l'engouement pour Cavalcanti des poètes anglo-saxons du XXe siècle. Ce n'est peut-être pas le cas de Žukovský qui ne voit que le côté politique, qui voit Cavalcanti comme un penseur de gauche avant la lettre, mais chez Pound, il y a un désir de traduire Cavalcanti parce que Cavalcanti est un poète qui ramène ceux qui le lisent à un moment qui précède la dissociation de la sensibilité. Vous voyez, et c'est le désir des poètes qui étaient, qui fréquentaient T.S. Eliot. Et donc voilà une autre raison pour cette traduction extensive de Cavalcanti au XXe. Merci beaucoup de votre écoute et à mardi prochain pour l'examen, enfin, pour vous. Questions ?